Si on parle du rôle et des responsabilités d'une direction d'établissement dans la supervision pédagogique, dans la gestion des activités éducatives, il faut situer ce rôle-là dans le contexte social dans lequel il s'inscrit. Parce que le contexte social, donc les réflexions sociales, font en sorte que l'école se transforme, font en sorte que l'école amène des réformes et ces réformes-là vont inévitablement toucher les rôles et fonctions et responsabilités des directions d'établissement. Si vous regardez la ligne du temps que vous avez devant vous, vous voyez qu'avant 1960, donc avant la Révolution tranquille, euh, ce qu'on sait de l'école, c'est qu'il y a une très grande euh, connivence, je dirais, politique et religieuse dans la gestion des écoles. Ça va changer avec la Révolution tranquille. Alors, on va mettre sur place notamment la Commission royale d'enquête. La Commission royale d'enquête qui va devoir se pencher sur comment ferait-on pour assurer la scolarité de tous les jeunes du Québec. Donc, va donner lieu au rapport parent, ministère de l'Éducation, création du ministère de l'Éducation qui s'appelait, et oui, à cette époque-là aussi, le MEC. Euh, Ça va bouleverser beaucoup les structures autour de l'éducation. On va mettre en place les polyvalentes, on va mettre en place les collèges d'enseignement général et professionnel, donc les cégeps. Il y a une grande effervescence éducative autour des années, entre les années 60 et 80, je dirais. On a un 20 ans qui est très riche en toutes sortes de, de, de transformations au niveau du modèle éducatif québécois. Par contre, autour des années 70, qu'est-ce qu'on attend d'un directeur d'école à ce moment-là? Les directions d'école, d'abord, portent le nom souvent de principal. Pourquoi? Parce qu'on choisit dans l'école la personne ou l'enseignant qui a un bon ascendant sur ses pairs, qui est capable de faire gérer l'ordre dans une école et qui a quelques talents administratifs et on lui octroie le nom d'enseignant principal. Alors ces gens-là, parfois enseignent aussi en étant principal dans les plus grosses écoles, n'enseigneront pas, vont avoir un statut d'enseignant principal avec un bureau et tout ce qui va avec. Donc, on est vraiment à ce moment-là, au niveau pédagogique, bien qu'on soit assez en effervescence dans les années 70, on parle de pédagogie ouverte, hein, Claude Paquette et compagnie, 70-80. Donc, malgré tout ça, le rôle pédagogique de la direction d'établissement est très peu défini. En fait, il est laissé beaucoup à la bonne foi de celui ou de celle qui exerce le rôle de principal. Au détour des années 80, on va faire face à une crise économique importante. Crise économique dont certains se souviennent encore, notamment pour le fait que la fonction publique s'était vue, je ne dirais pas octroyée, on ne peut pas appeler ça un octroi, mais s'était vu amputer de 20% son salaire. Alors, on se rappelle que c'était difficile. Les gens qui sont plus âgés un peu vont parler de nombre de maisons qui ont été perdues, qui ont été saisies. Quand on est dans une situation économique très précaire, de quoi a-t-on besoin? De gestionnaires administratifs. Alors, le rôle de la direction d'école dans les années 80 va beaucoup être celui d'un gestionnaire. Un gestionnaire financier d'abord, très axé sur les ressources et tout. Et pour s'occuper de la pédagogie, on va confier ça à des conseillers pédagogiques. Alors, ce sont les conseillers pédagogiques, non pas dans un esprit de complémentarité, mais vraiment dans des fonctions bien campées. La direction s'occupe de l'administration, le conseiller pédagogique s'occupe de la pédagogie. 1995-96, on revoit encore une fois le système éducatif au sein des États généraux de l'éducation. On s'aperçoit socialement que si tout le monde a accès à l'école, tout le monde n'y réussit pas.
les taux de qualification sont très bas et on se pose des questions sur comment pourrait-on faire les choses autrement finalement. On va aussi s'interroger sur des grands enjeux sociaux qui s'en viennent. Alors, si je me rappelle, à l'époque, M. Corbeau en avait identifié 3. Il avait identifié l'enjeu de la mondialisation, l'enjeu de la culture identitaire et l'enjeu de l'explosion technologique. Alors, on est au détour des années 2000. Rappelez-vous l'engouement autour du bug de l'an 2000. Alors, important de se soucier, de voir à quel point tout ça était préoccupant pour la société et ça posait la question, comment prépare-t-on nos jeunes à vivre dans cette société-là? Et ça va donner lieu donc à la loi 180. Il va y avoir des changements importants. Importants au niveau des structures. Les commissions scolaires deviennent linguistiques un petit peu avant les années 2000. On décentralise les pouvoirs énormément et on met en place un nouveau programme de formation de l'École québécoise avec une mission triple, et non pas 3 missions, une mission triple qui est de qualifier, instruire et socialiser. Alors, on est capable de faire rapidement le rapprochement que instruire, qualifier, mondialisation, technologie, enjeux identitaires, socialisation. C'était dans cet esprit-là que le programme était développé. Il va s'en suivre une série de mesures dans les années 2000. On se rappellera que ce n'est pas facile l'implantation de ce nouveau programme-là. En 2002, le ministre de l'Éducation de l'époque, M. François Legault, va mettre en place la gestion axée sur les résultats. C'est encore un paramètre important et ça modifie le rôle de la direction d'école qui devient à ce moment-là très imputable. On va beaucoup parler d'imputabilité, de reddition de comptes. On va parler de la richesse d'un projet d'établissement autour de 2002 et de toute la nécessité d'avoir des leaders pédagogiques pour amener les écoles sur le chemin de la réussite. Associé à la gestion axée sur les résultats, on va aussi voir apparaître les conventions de gestion, les conventions de gestion et de réussite éducative. Donc, et encore là, on va attendre du leader de l'école qu'il soit un leader pédagogique pour atteindre des cibles et qu'il soit capable de mobiliser beaucoup, on va parler beaucoup de mobilisation du personnel. Par contre, en 2010, on retrouve une situation budgétaire un peu plus précaire et il va y avoir des coupures budgétaires, l'arrivée de la loi 100, cette loi, entre autres, qui met sous la loupe la gestion des fonds publics. Alors, c'est très important, là, on ne peut plus garder les surplus dans les écoles, on ne peut plus non plus utiliser les sommes de façon autre que celles pour lesquelles ils sont destinés. Et on est vraiment sous la loupe à ce moment-là. Il y a aussi, évidemment, ça va avec les coupures budgétaires, des coupures de services qui ont été importantes, des coupures qui ont joué un rôle aussi sur les responsabilités de la direction d'établissement, parce que qui dit service non donné, bien, il y a quelqu'un qui fait de la suppléance dans ce temps-là et c'est souvent le directeur de l'école qui va faire cette suppléance-là quand il n'y a plus de sous pour avoir des techniciens d'éducation spécialisés ou des psychoéducateurs dans les écoles. Alors, on va voir beaucoup, la tâche de la direction devient beaucoup plus lourde à ce moment-là. En 2012, il y a un événement profondément triste, le suicide d'une jeune fille qui se dit victime d'intimidation à son école et ça va donner lieu au plan d'action sur la violence et l'intimidation. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'ajoute à la tâche de la direction d'établissement puisqu'elle devra désormais faire un plan de lutte, s'assurer qu'il y a un comité, veiller à ce que mettre en place un certain nombre d'actions préventives, activités sur le civisme, etc. Donc, encore là, on voit que le rôle de leadership de la direction d'établissement prend vraiment beaucoup de sens. 2013, maternelle 4 ans. Bon, à l'époque, on sait que c'est uniquement pour les enfants en milieu défavorisé. Maintenant, il y a quelques
petit souci avec cette idée de défavorisation, puisque parfois, à cause des indices de codes postaux, on n'a pas tout à fait une information qui est très juste. Donc, vous savez maintenant qu'à partir de 2019, à l'arrivée au pouvoir des caquistes, donc la maternelle 4 ans sera offerte à tous les enfants. En 2017, politique de la réussite éducative, ce sera le dernier legs du gouvernement libéral avant son départ. Politique de la réussite éducative qui avait comme fondement de mettre les ressources financières au service de la pédagogie. Alors, on va voir arriver un certain nombre de mesures. Pour n'en nommer qu'une, pensons par exemple à toute la question de la validation de la clientèle. Alors, il y a eu un changement majeur au niveau de la validation de la clientèle à ce moment-là, dans cet esprit de subsidiarité, donc de ramener les décisions au niveau où elles devraient se prendre, et dans un souci aussi de faire en sorte que les fonds soient plus rapidement dédiés à des causes éducatives, disons-le comme ça, de plus en plus aussi en 2017, de décentralisation, donc on envoie des allocations directement dans les écoles. On mène aussi au même moment un chantier sur la gouvernance scolaire, chantier qui vise à interroger la structure des commissions scolaires elles-mêmes. Un chantier qui va prendre plusieurs formes au fil du temps. La loi 105 proposait certaines choses. Ensuite, on est arrivé avec le PL 40 en 2020 et c'est à ce moment-là qu'on a encore une fois revu la structure. On était passé de commission scolaire confessionnelle à linguistique et là, on est rendu avec des centres de services scolaires francophones et des commissions scolaires anglophones. Donc, à travers ces changements-là, il y a toujours des modifications au rôle des directions d'école et on voit que s'ajoute au-delà des programmes, au-delà des politiques comme celle de la réussite éducative, par exemple, ou celle de la compétence numérique, qui sont éminemment pédagogiques, il y a aussi des ajouts administratifs qui sont importants au fil du temps dans le rôle de la direction d'établissement.